Bon, ça me fait plaisir de venir à un jog, hein. Je crois que ça fait au moins 2 ans peut-être que j'ai pas fait de jog. Je me rappelle, j'étais venu au Ch'ti Jog pour parler de Docker, donc on disait tout à l'heure, ça fait un peu plus de 3 ans. Donc maintenant, je travaille chez Google, hein. Je suis développeur advocate chez Google, hein. et, euh, et je vais essayer de vous parler de projets sur lesquels Google est assez actif, des projets open source, donc Kubernetes et Istio. Hop, on va essayer de passer. Voilà. Parce que tout le monde arrive bien à lire ce qui est marqué là. Ouais, c'est bon. Si vous n'arrivez pas, il faut se rapprocher, il ne faut pas hésiter. Euh, Quand on parle container, hein, Kubernetes, Istio, Docker, hein, souvent on pense à des microservices, hein. On pense que c'est vraiment les outils parfaits pour faire des architectures microservices, hein. Et puis moi, je vais voir des développeurs, je vais voir des boîtes qui utilisent des conteneurs et 99 fois sur 100, ce qu'ils ont, c'est pas vraiment des microservices, en tout cas pas encore, hein. C'est plutôt un bon vieux monolithe, hein, qu'ils sont en train d'essayer de faire évoluer. Et donc j'ai essayé de faire ma présentation pour vous montrer comment des outils comme Docker et Kubernetes et aussi Istio peuvent vous aider, hein, à faire évoluer un monolithe. Quand je dis monolithe, c'est une application existante, un petit peu ancienne, qui a à peu près tous les composants de l'application regroupés dans une seule brique, hein. Et puis on commence à voir que au bout d'un moment, c'est difficile à maintenir tout ça, c'est difficile à faire évoluer, hein. Donc qui travaille sur une mission où il y a un bon vieux monolithe, hein, qu'on est en train d'essayer de... Ouais. Au moins la moitié de la salle quand même. Et il y en a qui osent pas lever la main parce qu'ils ont un petit peu honte, hein. Ils ont dit qu'ils travaillaient sur un projet super sympa. Et là, bah, ils ont les mains dans du vrai code qui marche vraiment en production, hein. Et on va essayer de voir, hein, comment on peut utiliser les conteneurs pour nous aider. Alors pour ça, j'étais obligé de choisir une application monolithique existante. Alors il en existe plein, mais j'en voulais une qui soit pas trop compliquée pour mes démos, hein. Donc j'ai pris le Pet Store, hein. Qui connaît le Pet Store ici, hein? On est au jog quand même d'habitude. Ah, pas tant que ça. D'accord. Donc le Pet Store, à l'origine, c'est une application web développée par Sun, hein, pour montrer la toute puissance de la plateforme Java pour faire des applis web. D'accord. Donc il y avait une application avec le back-end, le front-end, l'API, tout, la base de données, tout ce que vous voulez. On mettait ça dans un seul. Je sais pas à l'époque si c'était un jar, un war, je me rappelle plus des premières versions. En tout cas là j'ai une version un peu plus moderne qui est basée sur Java EE, hein. Donc à la fin on a tout dans un gros war, on a une API REST, on a tout ça. Donc ça c'est la version qui a été mise au goût du jour par Antonio Goncalves, hein, et je vais utiliser cette application. Donc avant de commencer à la faire évoluer, avant de commencer à utiliser les conteneurs, je vais déjà essayer de la conteneuriser. Donc de la mettre dans un conteneur Docker, hein, et de la faire tourner sur une machine. Est-ce que ça vous va ça? Ouais, ouais. Non, mais il faut dire oui, on a envie de voir ça. Ouais, ouais, ok. Donc pour ça, en fait, euh, juste avant, je vais vous montrer l'architecture de l'appli, hein. Je vous laisse un petit peu de temps pour assimiler tous les détails, hein. D'accord? Donc on va essayer de containeriser cette application. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quasiment 99% des applications que vous pouvez faire tourner sur Linux, vous pouvez les faire tourner dans un conteneur Docker. Il y a des petites exceptions de trucs qui sont plus dus au réseau qu'à la technologie container, hein. Mais donc mon application de PetStore, elle tourne très très bien dans un conteneur. Mais avant de la faire tourner dans un conteneur, il faut que je crée une image de cette application. Et pour ça, moi j'ai utilisé un Dockerfile, hein. Le Dockerfile, hein, c'est un petit peu la recette de cuisine qui me permet de construire mon image, hein. Et comme c'est une application legacy et que les développeurs qui développaient cette application sont partis, ne veulent plus y toucher, ne savent plus comment on fait, et ben je vais prendre l'application, je vais prendre juste ses sources et je vais jamais toucher aux sources. Je vais juste construire l'appli et j'y toucherai plus pendant la suite de la présentation. Donc pour ça, j'utilise un multistage build en Docker, hein. Donc il y a une première étape de build où j'utilise une image Maven, hein, qui va me servir à construire le war à partir de mes sources. Donc ici, j'ai l'URL des sources, là je les télécharge depuis GitHub, et puis je lance une bonne vieille commande Maven, package, tout ça dans un conteneur. À la sortie de ma première étape de build, j'ai un war, hein, war que je vais copier dans la deuxième étape de mon build. Donc la deuxième étape de mon build, elle est basée sur une image JBoss, hein, Whitefly, hein, et donc je prends le war, je le mets dedans, et ça, c'est l'image que je vais envoyer en prod. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une première étape où j'ai tous les outils de build dont j'ai besoin. Si j'avais besoin d'un compilateur C, d'un compilateur C++, je pourrais avoir tout ça.
Mais ça, bien sûr, j'en ai pas besoin au moment du build. Donc au moment du run, pardon. Donc au moment du run, j'ai besoin de quoi? Le serveur d'appli, mon application, c'est tout. Ça va être plus léger à déployer, ça va être une surface d'attaque moindre, et puis ça va être en général une bonne pratique d'avoir ce côté build puis run. Je ne vais pas m'éterniser sur Docker malheureusement. Si vous avez des questions sur Docker, vous pouvez toujours venir me poser des questions après la présentation. Ce qu'il faut juste retenir, c'est avec un Dockerfile, des sources d'une application existante, 99 fois sur 100, on conteneurise une application en moins d'une heure. Une fois que j'ai conteneurisé mon application, j'ai une image Docker. Cette image, elle va me servir à lancer des containers. Je vais les lancer où ces containers? Je vais les lancer sur un cluster de machines. On va imaginer que j'ai un cluster à ma disposition de centaines de machines. Dessus, j'ai installé Kubernetes. Kubernetes, c'est un logiciel qui, une fois que je l'ai installé sur mon cluster de machines, je peux y déployer des conteneurs Docker. Y déployer des conteneurs Docker sans penser à mes machines individuellement, mais plutôt, ce sera un tout, un cluster sur lequel je vais dire voilà, je voudrais faire tourner cette appli et Kubernetes va s'occuper de la déployer quelque part sur le cluster. Donc on va voir ça justement dans cette première étape en détail. Pour pouvoir dire à Kubernetes voilà l'application que je veux déployer, il faut décrire ce que l'on veut déployer dans des fichiers YAML. Qui n'aime pas YAML ici? Bon, ça va, vous aimez bien. Qui adore YAML? Parce que si vous adorez YAML, je vous préviens, à la fin de la présentation, normalement, vous devriez être un petit peu malade quand même, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc je vais configurer Kubernetes pour faire tourner mon application, non pas localement, mais sur un cluster. Pour ça, j'ai besoin de créer deux objets principaux. Il y en a un qui s'appelle le déploiement. Donc le déploiement, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'on lui donne un nom. On lui donne des petits labels, clés, valeurs. C'est assez libre, on met ce qu'on veut, mais en général, on met le nom de l'application, peut-être sa version, peut-être l'environnement sur lequel on va le déployer, prod, staging, test. On met un petit peu ce qu'on veut, ça va nous servir après à retrouver nos moutons. Et puis l'élément le plus important, bien sûr, c'est quel est le nom de l'image Docker que l'on veut voir tourner. Donc là, moi, j'ai construit une image Docker et je vais déployer celle-là sur mon cluster Kubernetes. Donc je vais créer un déploiement. Maintenant, le déploiement, c'est pas suffisant pour vraiment utiliser, pour faire tourner un site web. Il faut aussi un service pour exposer mon application au monde extérieur. Donc un service, c'est un autre objet de base dans Kubernetes, le service. Je vais aussi lui donner un nom. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on rentrera un petit peu plus dans les détails après, mais en gros, les utilisateurs qui se connectent sur le port 8080 sur mon cluster, alors ça veut dire quoi se connecter sur mon cluster, vous allez voir, ils vont se connecter à mon pet store. Donc plutôt que de parler longuement, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Donc on va construire l'image Docker. Donc comme je l'ai déjà construite sur ma machine, ça devrait être à peu près instantané. Mais en gros, vous voyez qu'il va prendre toutes les commandes que j'avais dans mon Dockerfile et il va les exécuter. Et puis ensuite, je vais utiliser la ligne de commande Kubernetes. Je vais lui donner le répertoire dans lequel se trouvent tous mes fichiers YAML. Et la ligne de commande, elle va parler au cluster Kubernetes. Elle va dire voilà, il faut déployer un déploiement, il faut déployer un service. Et à partir de ce moment-là, sur mon cluster, il y a plusieurs composants logiciels, il y a ce qu'on appelle des boucles de contrôle, qui vont vérifier en permanence l'état demandé de mon cluster, c'est les fichiers YAML, et l'état réel de mon cluster, qu'est-ce qui tourne sur le cluster. Et ces boucles, elles vont essayer de réconcilier l'état demandé et l'état réel, et elles vont démarrer les conteneurs que je leur ai demandé de démarrer. En l'occurrence, vous avez vu pendant que je parlais, il a démarré mon pet store, et j'arrive à me connecter sur le port 8080. L'adresse que j'utilise, c'est localhost, parce que pour ma démo, j'ai un Kubernetes avec un seul nœud qui tourne sur ma machine. Pour la petite information, il y a une heure, il était complètement cassé, impossible à désinstaller, impossible à réinstaller, il ne fonctionnait pas. Je me suis bien amusé dans ma chambre d'hôtel, c'était sympa. Donc là, avec kubectl apply, j'ai donné des YAML, j'ai écrit mon application, et hop, l'application a démarré sur mon cluster. Ici, j'ai qu'un seul nœud, mais si j'en avais 1000, ça démarrerait quelque part sur un des 1000 nœuds. Et moi, je me connecterai comme ça de façon assez simple à cette application. Vous avez vu le pet store, c'est magnifique. Enfin, en fait, à chaque fois que je la regarde, je me dis finalement, en vrai, chez des vrais clients, j'ai vu des sites encore plus moches. Bon. Ça relativise. Donc je vous ai dit, il y a une sorte de boucle de contrôle, ou plutôt il y en a plusieurs qui tournent sur Kubernetes, et qui vont essayer en permanence d'analyser ce qui se passe
et de corriger les erreurs. Laissez-moi vous montrer un petit peu. Une fois qu'on a déployé, on peut bien sûr lister ce qui tourne sur mon cluster. Donc vous avez vu ici, j'ai mon déploiement. Là, j'ai le service. Et là, j'ai un pod. PO, c'est pod. Donc j'ai un pod. Un pod, qu'est-ce que c'est? C'est l'élément le plus petit sur un cluster Kubernetes. C'est dans un pod que va tourner un ou plusieurs containers Docker. Là, en l'occurrence, j'en ai un. C'est mon pet store, c'est mon application Java. Elle tourne dans un pod. Le pod, je peux, avec la ligne de commande Kubernetes, je peux regarder les logs, par exemple, de mon pod. Donc c'est une application Java. Elle crache des logs. J'ai pas besoin de savoir sur quel serveur ça tourne. J'ai accès aux logs. Bon, ça c'est des choses assez basiques, mais c'est quand même sympa. D'après vous, qu'est-ce qui se passe si je tue ce pod? J'ai une commande qui s'appelle kubectl delete et je tue ce pod. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes timide ce soir. Alors on va essayer comme ça, vous verrez si vous avez raison ou pas. Et ben je vais tuer le pod. Donc l'application pour l'instant là, elle ne répond plus. Par contre, ce qui va se passer, c'est que cette boucle de réconciliation, on va dire oula, on m'avait demandé de faire tourner un container, il tourne pas, il faut vite que je le recrée. Donc le temps que le Java reboot, ça peut prendre du temps. Hop, l'application est revenue. Et d'ailleurs, si je liste les pods sur mon cluster, moi j'ai supprimé le pod ZDVTR et il y en a un nouveau qui s'appelle le 527HD. Donc en fait là on voit bien les caractéristiques de Kubernetes qui va redémarrer le pod si jamais la machine tombe, si jamais l'appli tombe dans le container. Il va toujours monitorer en permanence que tout se passe bien et va redémarrer. Cette application, je pourrais la scaler aussi plusieurs fois. Je pourrais dire non, non, j'ai pas un seul pod, j'en ai deux. C'est quoi l'avantage d'avoir deux pods? Bah, si mon application est stateless, bien sûr, si j'ai deux pods, eh bien s'il y en a un qui meurt, il y a l'autre qui continue à répondre à mes utilisateurs le temps que le deuxième se recrée. Ça, c'est assez facile à faire avec Kubernetes. C'est une caractéristique forte de Kubernetes, c'est cette notion de je décris ce que je veux voir tourner. Kubernetes va charger de trouver la machine sur laquelle on va le faire tourner, va charger d'exposer ça sur le réseau, d'exposer ça aux utilisateurs. Tout ça, ça m'est complètement abstrait et c'est simplifié. Et j'ai toujours une ligne de commande assez puissante pour pouvoir me connecter à mes pods, pour pouvoir regarder les logs, etc. etc. Ok? Alors juste pour cette étape-là, on va supprimer ce que j'ai fait. Supprimer, c'est aussi simple que de créer. On lui redonne les fichiers YAML, on dit voilà, supprime-moi tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que faire tourner une application Java sur Kubernetes, c'est facile. Il faut construire une image, il faut décrire l'application dans deux fichiers YAML, et c'est à peu près bon. Maintenant, je vous ai promis qu'on allait améliorer l'application. Alors, les développeurs sont partis, ils veulent plus toucher au Pet Store. Ils sont passés à du Go, ils sont passés à autre chose, mais plus du Java. Ils savent plus comment on fait, ils veulent plus lire les codes sources, ils ont trop peur. Ils ont un petit peu peur de replonger, peut-être, je sais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer l'application non pas de l'intérieur, mais on va améliorer l'application de l'extérieur. On va rajouter une façade à notre application, et c'est cette façade qui va apporter les nouvelles fonctionnalités. En l'occurrence, on m'a demandé plusieurs fonctionnalités. On m'a dit, mais ton site web, il répond même pas. Les pages sont même pas GZIP, ça utilise beaucoup le réseau. Et puis, il n'y a pas de page 404 sur ton site web, c'est un petit peu bizarre. Maintenant, un site web, la page 404, elle est plus importante que le reste du site web. C'est connu. Et puis les URL, là, slash application pet store, c'est les URL qui sont longues comme ça. Ça, c'était bien dans les années 2000, mais on fait plus ça. Donc, on va essayer d'améliorer l'application de l'extérieur. Pour ça, on va faire tourner un deuxième container en face de notre appli. Les techniques que je vais vous montrer, elle n'est pas spécifique au container. On fait tout ça dans des sites web où on a un front-end, Nginx ou Apache ou HAProxy ou autre, qui fait des choses, qui prend le trafic et qui redirige ça vers un back-end, le pet store. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'avec les conteneurs, c'est très facile à faire. Et en plus, au lieu d'avoir le Nginx sur une machine et le pet store sur une autre machine, on va avoir les deux sur la même machine. Vous allez voir, c'est une propriété assez intéressante. On va en fait, dans notre pod, faire tourner non pas un container, mais deux containers. Tout le trafic, il va rentrer sur le Nginx, qui va pouvoir modifier le trafic avant de l'envoyer au pet store. Il va pouvoir aussi modifier la réponse. Est-ce que ça vous parle un peu ou pas, ça? Oui? Non? Bon, on va faire une démo.
Comme ça, une démo. J'ai repris mon YAML de tout à l'heure, un déploiement. Tout à l'heure, il y avait une image Docker, maintenant il y en a deux. Cette deuxième image Docker, c'est mon Nginx ici. Donc maintenant, j'ai un pod avec deux images Docker. Je vais changer mon service. Tout à l'heure, j'exposais sur le port 8080. Là, je vais exposer mon service sur le port 80. J'ai pas besoin de toucher à l'application pour ça, c'est des propriétés des containers. Je peux changer le port de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Et mon image Nginx, elle est toute simple. Là, le Dockerfile, il est assez simple. C'est une image Nginx de base avec une config et des ressources statiques qui sont copiées dans l'image. La config, elle est là. Je vous invite à l'ignorer assez copieusement. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait du gzip. Ça rajoute une page 404. Ça réécrit les URL. Et puis cet élément-là, il est intéressant, celui-là. Là. Proxy pass. Donc en fait, le trafic de mes utilisateurs, il va rentrer dans le Nginx. Et le Nginx va le proxifier pour le renvoyer au pet store. Le pet store qui tourne où? Sur localhost, donc sur la même machine, sur le port 8080. Donc là, vous voyez vraiment l'effet des deux conteneurs qui sont dans le même pod. Ils peuvent se parler sur localhost. Ils peuvent écrire sur le disque et lire depuis le disque. Ils peuvent vraiment collaborer comme s'ils étaient sur la même machine. Et en fait, Kubernetes va nous garantir que ces deux conteneurs sont sur la même machine. Pour que mes utilisateurs n'aient pas à se connecter sur localhost 8080, je vais aussi configurer une autre propriété dans Kubernetes. Je vais configurer la notion d'ingress. Ingress, c'est des règles de routage qui en gros disent, bah voilà, si l'utilisateur se connecte avec tel nom de domaine, je vais l'envoyer vers telle appli. Donc là, j'ai créé un nom de domaine petstore.lol qui pointe sur localhost. Et donc, quand les utilisateurs se connectent sur petstore.lol, c'est l'application petstore qui va leur répondre. S'ils se connectent avec un autre nom de domaine qui les amène sur localhost, il n'y a rien qui va leur répondre en fait. Kubernetes va envoyer le trafic en fonction du nom de domaine. Alors on va créer ça. Donc là, je suis sur petstore.lol, le Nginx a démarré, ça y est, et on attend le Java là. On attend le Java. Le Java il a un peu plus de temps. Ma fenêtre elle est en auto-refresh, c'est pour ça que vous voyez ça, mais dans la vraie vie c'est l'utilisateur qui rafraîchit. Voilà mon application, apparemment c'est la même. On va l'ouvrir un peu en grand pour voir ce qui se passe. Donc mes URL, maintenant vous voyez petstore.lol/shopping, donc les URL elles ont été raccourcies. Est-ce que j'ai bien du gzip ici? Est-ce que j'ai bien du gzip? Oui, j'ai bien du gzip. C'est un peu petit, mais c'est marqué là. Toutes mes ressources en fait maintenant c'est du gzip. Est-ce que j'ai bien une page 404? J'ai dû l'écrire, la page 404, j'ai dû la faire en Bretagne je crois. Voilà. Donc là, j'ai modifié mon application de l'extérieur en utilisant une façade, ou ce qu'on appelle dans le monde Kubernetes un sidecar. Et toutes les fonctionnalités que je peux faire porter de l'extérieur, je les mets dans ce sidecar. L'avantage, c'est que je peux faire évoluer mon legacy jusqu'à un certain point sans y toucher. Alors ce pattern, il est intéressant pas que pour ce que je vous ai montré, mais il est aussi intéressant parce qu'il est utilisé par un produit qui s'appelle Istio. Istio, c'est un produit open source. C'est une sorte de surcouche qu'on va installer sur Kubernetes. Istio, c'est basé entièrement sur des containers qu'on va faire tourner sur Kubernetes et ça va augmenter les capacités de Kubernetes. Ça va rajouter des fonctionnalités. Et ça va rajouter des fonctionnalités quasiment grâce à un seul pattern, le pattern façade que je vous ai montré juste avant. Ce que ça va faire, Istio, c'est qu'à chaque fois que je fais tourner un service sur Kubernetes, Istio va y intercaler une petite façade en face de chaque pod. Cette petite façade, ce n'est pas un Nginx, c'est un autre serveur HTTP qui s'appelle Envoy, qui est écrit en C++. Et cette petite façade, elle va être préconfigurée pour ajouter plein de fonctionnalités à la plateforme. La première fonctionnalité que vous ne voyez pas sur ce dessin vraiment, mais que vous allez vite constater quand vous allez installer Istio, c'est que les flux entre tous vos services qui se parlaient jusqu'alors en HTTP vont être transformés en flux HTTPS. Donc si j'installe Istio et que je démarre mes conteneurs sur Kubernetes, tous mes flux sont chiffrés sur mon cluster grâce à Istio. Comment ça va se passer ça en fait? Istio va générer une sorte de certificat racine, SSL racine, qui va propager à tous les nœuds. Et sur chaque nœud,
Tout le trafic qui sort de tous mes services, il va passer par la petite façade, avant d'aller sur la façade d'en face, avant de toucher le service auquel je voulais parler. Sans que je modifie mon application. Tout ça, c'est transparent. Et donc ici, je suis dans le même pod, donc je parle sur localhost. Je parle en HTTP. La façade, elle intercepte tout le trafic, elle l'envoie à l'autre envoy en HTTPS. Et ici, ça reparle en HTTP. Donc ça, moi j'étais dans une banque il y a quelques mois et je leur expliquais ça, et ils me disaient, bah, c'est intéressant parce que nous, on est en train de faire ça sur toutes nos apps, à la main, une par une. On est en train de dire, cette application-là, c'est du Java, elle expose un service en HTTP, ah bah on va la transformer en HTTPS. Ah mais il nous faut un certificat. On fait un certificat par service, par flux, par groupe de services, global. Comment on fait la rotation de ces certificats? Comment on les annule? Ça va être compliqué. Et en plus, il va falloir mettre les mains dans chacune des applications, d'une façon ou d'une autre. Soit directement dans l'application, soit en mettant une petite façade Nginx à la main. Ici, en fait, j'installe Istio sur Kubernetes, et à partir de ce moment-là, tout ce que je fais tourner, sans y penser, toutes les applications qui se parlent en HTTP vont se parler en HTTPS. C'est une des premières fonctionnalités d'Istio. Une deuxième fonctionnalité, c'est, je vous ai dit, tout le trafic il est intercepté par ces façades-là. Ce qui fait que Istio va savoir à tout moment toutes les URL qui sont appelées sur tous les services, les temps de réponse, la taille des réponses. Il va savoir les codes d'erreur. Tiens, tel service, il répond avec tel code d'erreur 10% du temps. Et en fait, on va collecter toutes ces métriques et on va les agréger au niveau du cluster pour avoir une vue complète de ce qui se passe sur tous mes services, sans toucher à mes applications existantes. Je vais même pouvoir visualiser graphiquement, ah, voilà, j'ai 15 services et ils se parlent comme ça. Et ce service-là, il est en V1, il parle au service en V2 et on va voir les flux entre les services. Tout ça sans toucher à mon application. Donc ça, c'est ça que je vais vous montrer, plus d'autres choses. Et ça se base sur un seul pattern, le pattern façade que je vous ai présenté. Ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste que bien utilisé, ça peut vraiment maximiser les capacités de Kubernetes. Alors on va essayer d'utiliser Istio petit à petit pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a vu comment déployer une version, on l'a un petit peu patché, on va déployer une vraie V2 de notre application. On va déployer une vraie V2 sur le même cluster, on va le faire tourner en parallèle de la version de production. Donc pour ça, je vais définir un nouveau set de fichiers YAML. Donc celui-là, j'ai aussi un service qui va avoir un nouveau nom, petstore-dev. J'ai aussi un déploiement, petstore-dev. Et puis, dans mon déploiement, j'ai deux conteneurs. Toujours le petstore, on n'y touche pas, il est tel qu'il est. Et j'ai une deuxième version de ma petite façade, Nginx, dans laquelle j'ai mis encore un peu plus de fonctionnalités. Ça, c'est ma nouvelle V2. J'ai utilisé le service d'un designer pour refaire entièrement la charte graphique. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, soyons clairs, hein. J'ai un fichier comme ça pour ma version en prod, V1, un fichier comme ça pour ma version en dev, V2. Et comment je sais comment je me connecte à l'une ou à l'autre? Eh bien, je vais créer une règle d'ingress. dev.petstore.lol. Celle-là, elle va me rediriger vers mon service en dev. Et celle que j'avais tout à l'heure, petstore.lol, elle continue à me rediriger vers mon service en prod. Donc on va déployer les deux versions sur le même cluster. Comment je fais ça? Toujours la même commande. En fait, vous allez voir, à partir de maintenant, dans mon répertoire K8s, je vais avoir de plus en plus de fichiers YAML. Et comment je déploie ce que j'ai modifié? Toujours la même commande. kubectl apply. J'ai pas besoin, moi, de penser à ce que j'ai modifié comme config. C'est au logiciel de faire ça. Tu connais les YAML que je t'ai envoyés avant, voici les nouveaux YAML, ajuste-toi. Modifie ce qui tourne sur le cluster. Ces fichiers YAML, vous pouvez bien sûr les mettre en gestion de conf. Vous les mettez dans Git, vous les modifiez, vous faites un commit, vous faites kubectl apply et vous avez toute la config qui est décrite dans un repo Git. Donc là, j'ai mon Nginx qui a démarré, le Java qui démarre. Et voilà mon magnifique petstore V2. Une feuille de style splendide. Ça m'a coûté un peu cher. Je ne vous le cache pas. Cette application-là, vous pouvez la donner à vos utilisateurs, vous pouvez la donner à vos testeurs en interne, ils vont pouvoir vérifier que ça fonctionne bien, et puis à un moment donné, ils vont vous dire, ah, c'est bon, c'est exactement ça que je voulais, c'est super, on veut la mettre en prod. Comment on fait ça? Eh bien, on va utiliser les capacités de ce qu'on appelle de smart routing d'Istio
pour pouvoir faire ce qu'on appelle un déploiement blue-green. Alors un déploiement blue-green, c'est quoi? C'est on a deux versions de mon application qui tournent sur le cluster. Les utilisateurs sont entièrement vers la V1 et petit à petit, on va les rediriger vers la V2 juste par configuration. On va dire 90% des utilisateurs sont en V1, 10% sont en V2. On va monitorer que ça se passe bien sur le cluster. Et si ça se passe bien, on va changer les pourcentages. Est-ce que c'est des choses que vous faites, des blue-green deployment? Qui fait des blue-green deployment? Ouais, c'est assez rare. C'est assez rare, pourtant on en parle depuis des années, c'est ça qu'il faut faire, les utilisateurs, faut arrêter d'arrêter la prod et de la redémarrer avec une nouvelle version. C'est pas aussi simple que ce que je vais vous montrer là, mais ça va au moins vous aider. Ah là je dis blue-green, tout à coup ça se réveille un petit peu là. Euh, alors j'ai une mauvaise nouvelle avec Kubernetes, faire du blue-green c'est quasiment impossible. Voilà, je mets que c'est pas facile, mais en fait c'est quasiment impossible en fait. Si j'ai deux versions du même service, Kubernetes en gros, ce qu'il peut faire lui, c'est me rediriger les utilisateurs vers l'un puis l'autre, vers l'un puis l'autre, et l'un et l'autre, et l'un et l'autre. Il fait du round robin. Si j'ai plusieurs réplicas du même service, il va passer sur chaque réplica dans l'ordre, enfin dans un certain ordre. Et donc je peux pas vraiment régler 90% des utilisateurs vont aller là et 10% des utilisateurs vont aller là. C'est quasiment impossible avec Kubernetes de base. Et pour ça, il y a plein de logiciels qui font des surcouches à Kubernetes pour permettre ça. Istio, c'est une façon de faire, il y en a d'autres. Comment Istio fait ça? En fait, Istio va... Je vous ai dit, Istio, c'est une série de conteneurs que je vais installer. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure pour l'information. Mais Istio va étendre Kubernetes. Jusque-là, je vous ai montré que Kubernetes, c'est un logiciel que vous installez sur un cluster pour déployer vos applications. Mais vous pouvez aussi construire des choses par-dessus. Vous pouvez étendre la plateforme. Istio étend Kubernetes, mais vous pouvez le faire. Il y a des API, des points d'extension. C'est vraiment pas très compliqué. Ça peut être fait quasiment dans n'importe quel langage. Et vous pouvez étendre la plateforme. Vous pouvez par exemple rajouter des nouveaux types de configuration connus par la plateforme. Ce nouveau type root rule, c'est un type qui est propre à Istio. Ça n'existe pas dans Kubernetes. C'est Istio qui va comprendre ça et qui va se configurer en fonction de ce que nous on met dans la spec. Typiquement ici, ce qu'on indique, c'est que tout le trafic qui va vers le service Pet Store, 100% va aller en V1 et 0% va aller en V2. Donc ça, si je déploie cette nouvelle règle, tous mes utilisateurs vont aller sur le site blanc en V1. Ok? On va essayer, on va vérifier ça. Donc la commande à lancer, vous avez compris, cube, c'était l'apply. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des choses qui sont configurées, des choses qui sont... Enfin voilà, en gros, il prend tous les fichiers YAML et il essaie de voir s'il y a un changement à apporter ou pas. Donc normalement là, j'ai toujours le site blanc. Ok. Donc on va commencer à modifier la configuration. Pour ça, il y a une façon de faire, ne faites pas ça en prod. Une façon de faire, c'est de modifier directement la config. Ok. kubectl edit, ça va me prendre le YAML non pas tel qu'il est sur mon disque, mais tel qu'il a été compris par Kubernetes. Ça va me le réouvrir dans un éditeur. Je peux aller le modifier. Quand je quitte l'éditeur, c'est renvoyé à Kubernetes. Donc en gros, vous êtes en train de patcher la prod avec ça, d'accord? Je sais qu'il y en a certains qui ont envie d'essayer maintenant que j'ai dit ça. Hop. Donc voilà ce que vous voyez. Attendez, on va dire ça. Voilà ce que vous voyez. Vous voyez bien ma route rule. Vous voyez bien la spec que moi j'ai donnée. Et puis là, il y a plein de champs en plus. Tout ça, c'est des metadata qui sont rajoutés par Kubernetes au runtime. Donc à quelle date tu m'as demandé de créer cette règle, on en est à quelle version, c'est quoi son identifiant unique, etc., etc. Donc moi, je vais ignorer un petit peu ça et je vais juste changer les pourcentages. Je vais mettre 80% sur la V1 et 20% sur la V2. Ok? Et on va vérifier si ça fonctionne. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le blue-green, d'habitude, on essaye que ce soit un petit peu sticky. Ça veut dire qu'un utilisateur à qui on sert la V2, on n'a pas envie de le renvoyer sur la V1 dès qu'il fait un refresh dans son navigateur. Surtout si on a changé la feuille de style, parce que là, il devient épileptique. Pour ma démo, on va faire ça. Ça va être plus simple. Si on voulait avoir une notion de stickiness,
on dirait à Istio, voilà, utilise tel cookie, telle valeur dans le cookie pour reconnaître l'utilisateur. Par exemple, dans les applications Java, il y a un session ID, il est dans un cookie. Vous pouvez l'utiliser pour reconnaître un utilisateur. Un utilisateur, on l'enverra toujours en V1 ou toujours en V2 tant que les coefficients, tant que les poids ne changent pas. Ici, on va prendre le mode épileptique. Donc normalement, si je rafraîchis suffisamment, à un moment donné, j'ai ma version de dev qui va m'être servie. En théorie, une fois sur 4, mais en fait un peu moins parce que mon site web, il n'a pas une seule page, il a une vingtaine de requêtes. Donc voilà, il faut que je tombe sur la requête qui change la feuille de style. À chaque fois, ah yes. Je dis toujours, à chaque fois que je fais ça, j'ai peur que ça vienne jamais. Et à chaque fois, ça vient. Donc, bon, on a de la chance. Donc voilà, là, je suis vraiment dans un mode où Istio va me rediriger soit vers la version prod, soit la version dev, en fonction des poids. Alors c'est bien de le dire, mais est-ce qu'on peut vérifier ça un petit peu plus opérationnellement? Est-ce qu'on pourrait voir vraiment 80% des requêtes de mes utilisateurs aller vers la V1 et 20% aller vers la V2? On va essayer de faire ça. Pour ça, en fait, on va utiliser l'autre propriété de Istio dont je vous ai parlé. Istio collecte sur tous les nœuds, devant tous les services, toutes les URL qui sont appelées et collecte les codes d'erreur qui sont renvoyés. Tout ça, c'est agrégé et je peux l'afficher dans un dashboard Grafana. Alors, on va vous montrer ça. Hop. Grafana, c'est un autre composant qui tourne sur mon cluster Kubernetes grâce à Istio. Il tourne quelque part sur un nœud. Je ne l'ai pas exposé à l'extérieur. Donc je vais devoir m'y connecter temporairement en utilisant une commande kubectl. L'idée, c'est qu'en gros, ça va créer un tunnel sécurisé temporairement entre ma machine et le cluster. Donc, je vous invite à pas trop vous inquiéter de la syntaxe. L'idée, c'est que on va faire un port forward du composant qui s'appelle Grafana sur ma machine sur le port 3000. Alors bien sûr, comme j'ai tout cassé tout à l'heure, ça ne marche pas. Hop. Par défaut, quand j'installe Istio, j'ai ça. J'ai le nombre total de requêtes sur mon cluster, pour tous mes services, quel que soit le langage dans lequel ça a été codé. Le taux global de succès, le nombre d'erreurs 400, le nombre d'erreurs 500. En dessous, j'ai la décomposition par service. Et en dessous, j'ai la décomposition par version de chaque service. J'ai les temps de réponse, la taille des réponses, le taux de succès, je vous l'ai dit. Et puis quelques informations en dessous sur les services TCP, parce que j'ai pas que du HTTP sur mon cluster, je peux avoir du TCP, là j'en ai pas. Et sur le TCP, il n'y a pas vraiment moyen de savoir grand chose, il compte juste les bytes. Donc moi j'ai créé un petit dashboard qu'on va importer, qui est plus simple que celui-là et qui permet d'étayer ma démo. C'est pas un dashboard parfait, mais c'est un dashboard qui me permet au moins de visualiser le nombre de requêtes qui vont en V1, le nombre de requêtes qui vont en V2. Vous avez vu ici V1 c'est en vert, V2 c'est en orange. Ça c'est des métadonnées. D'où viennent ces métadonnées? En fait des labels que j'ai mis sur mes déploiements Kubernetes. Il y en a un que j'ai appelé version V1, l'autre j'ai appelé version V2, et ça revient dans ces dashboards. Si je mets bien mes labels, je peux vraiment avoir une visibilité sur ce qui se passe sur mon cluster. Alors on va essayer de faire ça. Pouf. Allô, allô. Ouais. Donc on va envoyer du trafic un petit peu sur mon Kubernetes. Je vous propose d'utiliser la bonne vieille technique de la boucle while. On va lancer un Chrome headless qui va se connecter sur le site et qui va pas arrêter de charger le site. Donc les erreurs ici c'est Chrome, ça n'a rien à voir avec la démo. Et on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc là vous allez voir vraiment 80% des requêtes vont aller en V1, 20% vont aller en V2. Donc ça c'est intéressant, c'est que non seulement j'ai ces métriques, c'est quand même intéressant. À chaque fois que je montre ça, les gens me disent bah, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de construire, mais ça va prendre du temps. Et puis en plus, ces métriques me permettent de confirmer ce que moi j'ai fait dans l'YAML. Dans l'YAML, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Là, je peux confirmer que ce que j'ai configuré, c'est bien ça qui se passe. On va rééditer les paramètres. On va mettre par exemple 50-50. Alors mon dashboard il n'est pas terrible parce que il faudrait qu'il me monte un taux d'erreur par exemple ou les temps de réponse. Ça je pourrais monitorer. Est-ce que quand je mets mes utilisateurs vers la V2, est-ce que le temps de réponse augmente? Est-ce que le taux d'erreur augmente? Ça serait mieux que ce que j'ai mis là qui est juste purement quantitatif. Mais bon c'est moi qui étais un petit peu feignant quand j'ai fait le dashboard. Ça vous pouvez bien sûr le configurer comme vous voulez. Et donc là vous voyez maintenant les deux services sont à 50-50. Ils servent autant de requêtes.
s'il y avait la notion de stickiness, il servirait autant d'utilisateurs. Allez, ça a l'air de bien se passer. On va faire 0 en V1 et 100% en V2. Vous avez vu, c'est assez facile. Donc je vous ai dit, tous les changements que vous faites avec kubectl edit, vous n'êtes pas obligé de les faire en prod comme ça aussi directement. D'ailleurs, vous pouvez mettre des droits pour interdire ça. Est-ce que ça vous plaît ça? Ah, il y en a un qui ça plaît, c'est bien. Moi j'ai fait ma soirée. Tac. Ben, si ça vous plaît, je pense que ce qu'on va montrer après, ça va vous plaire encore plus. Et puis les autres à qui ça plaît pas, ben, peut-être que ça va vous plaire. L'idée, c'est que maintenant qu'on sait déployer une application, qu'on sait déployer une V2 et orienter nos utilisateurs vers la nouvelle version, ben, on va en déployer encore une troisième. Mais cette fois-ci, on va être un petit peu fou. On va prendre notre monolithe et on va extraire une des fonctionnalités dans un nouveau service. En l'occurrence, mon monolithe, il y a une partie UI, une partie API REST, une partie UI d'administration, une partie backend. Alors backend, c'est tout le reste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à l'UI d'abord, parce qu'elle est vraiment un petit peu datée. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est quelque chose comme ça. Le pet store en haut à droite, ma nouvelle UI en bas à gauche. Mes utilisateurs seraient redirigés soit vers l'une, soit vers l'autre, en fonction de l'URL. Donc slash UI, slash API, ça irait vers ma nouvelle appli. C'est un front-end Nginx pour servir des pages statiques, du HTML, du JavaScript, avec un back-end en Go, une API REST moderne. Et cette API REST, elle consomme les données du Pet Store. Elle va en fait se connecter sur l'API REST du Pet Store. Comme ça, mes données, je ne les invente pas, elles viennent de mon legacy, elles viennent de mon monolithe. Donc ces URL-là vont aller vers ma nouvelle appli, et les autres URL vont aller vers le Pet Store. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'aurais fait un truc vraiment bien, c'est que j'aurais commencé à extraire un bout de mon appli à l'extérieur, et ce bout, il est plus moderne que ce que j'ai dans mon Pet Store. C'est ma stack moderne chez moi, c'est ça, c'est du Nginx, du Go. On va faire ça. Pour ça, en fait, on va utiliser uniquement les fonctionnalités de smart routing de Istio. Encore une fois, je peux complètement faire ça sans container, sans Kubernetes, sans Istio, c'est juste plus compliqué. À aucun moment vous avez vu des adresses IP, des noms de machines, vous avez juste vu des noms de services et des versions de services. Et moi j'ai configuré la plateforme pour ça. Donc je vais créer un nouveau composant. Donc ce nouveau composant forcément c'est encore un service, un déploiement. Je lui donne des nouveaux noms, donc UI. Mon déploiement c'est 2 containers. Donc je vous ai dit, ça c'est du Go. Et ça, c'est un Nginx pour servir des pages statiques. Au niveau des règles d'ingress, là, il y a du changement. Je ne vais pas seulement me rediriger sur le nom du domaine, je vais aussi me rediriger en fonction des URL. Slash, ça va aller vers l'UI. Slash UI vers l'UI. Et puis là, il y a un catch-all qui renvoie tout le reste sur le Pet Store Legacy. Je peux même, avec Istio, définir des redirections vraiment de très haut niveau. Si l'utilisateur se connecte sur /shopping/main.xhtml, il va être redirigé sur /UI. On va essayer ça. Allez. Donc normalement c'est là où ça plante. Donc vous avez vu mon application, je l'ai faite grossir. En fait là, sur mon cluster, j'ai mon Pet Store en prod, mon Pet Store en dev et ma nouvelle UI. J'ai vraiment tout ça qui est déployé. Et normalement, ouais, ça marche. J'ai un nouveau Pet Store. Et je peux choisir mon petit chien. Voilà. Ou mon reptile. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de refaire toute l'UI. Donc si je clique sur ce lien-là, je suis basculé sur le Pet Store. Mais c'est pas grave, je suis dans la bonne démarche maintenant. Si je clique ici, vous ne le voyez pas trop, c'est en bas à gauche, /shopping/main.xhtml, ça me ramène vers la nouvelle UI. C'est une redirection qui est faite au niveau d'Istio. Ici, mon UI, c'est une page statique avec du JavaScript qui va requêter une URL sur le Go, et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. L'URL, c'est /API/categories, et c'est du JSON. Bon,
tout simple, c'est la liste des catégories. Je vous invite à aller voir le JSON comme servait mon Pet Store en Java. C'était généré automatiquement à partir du schéma de la base de données, Hibernate, tout ça, tout ça. C'était pas ça, c'était un peu plus verbeux. Ici, en fait, moi, je me suis dit, mes pages statiques, il faut qu'elles soient simples. Donc, le Go, il va faire la transformation. Il va requêter les données, il va les transformer. Et tout ça, maintenant, après, je le vis dans un monde de bisounours où tout est simple. Hop, on va fermer ça. Allô. Ok. Donc là, j'ai vraiment fait un truc bien et un truc moins bien. Le truc bien, c'est que j'ai fait évoluer mon application. Le truc moins bien, c'est que maintenant, mon monolithe est coupé en deux. J'ai deux services qui se parlent sur le réseau. Et comme je dis toujours, le réseau, c'est pas votre ami. Les composants, ils se parlaient avant en mémoire. C'était super, c'était chouette. Maintenant, ils se parlent sur le réseau. Parfois, il y a un des composants qui va tomber. Il va aller se démarrer sur une autre machine. Ou alors, parfois, ça va répondre avec un petit délai. Donc là, on est vraiment dans le monde réel des services distribués. Et Istio va nous aider. Il va nous aider déjà à visualiser ce qui tourne sur le cluster. Parce que là, c'était bien avant, j'avais mon monolithe, maintenant j'ai deux services. Puis après-demain, j'en ai 3, et après j'en ai 15. 15 dans 5 versions différentes. Qui parle à qui fait quoi. Comme Istio intercepte tout le trafic vers mes services, je vais pouvoir visualiser, cartographier en fait mes services. Pour ça, je vais utiliser un autre composant de Istio qui s'appelle Service Graph. Je vais m'y connecter. Comme tout à l'heure, comme pour Grafana, je vais... Oups. Oui, non, là. Hop, on va recommencer. Ok. Donc là, je vais juste me connecter au service Graph, temporairement. Et voilà ce que je vois, si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. C'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais ça fonctionne. Bon. Ça fonctionne. Ça m'affiche automatiquement tous mes services et les flux entre mes services. Là, je vois que mes utilisateurs qui arrivent par le système d'ingress de Kubernetes, ils sont redirigés soit vers l'UI. L'UI, elle se parle à elle-même. C'est la partie UI qui parle au backend Go. Et l'UI, elle parle au Pet Store. Et parfois, les utilisateurs ils sont envoyés vers le Pet Store. Alors là, j'ai un petit problème. À droite et à gauche, ça devrait être le même rond. Pourquoi c'est pas le même rond? J'ai dû me planter dans ma config. Mais c'est à ça aussi que servent ces outils. C'est visualiser si je ne me suis pas planté quelque part. En l'occurrence, ça devrait être la même boîte. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi visualiser tous les services qui tournent sur mon cluster. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres. J'enlève les petits filtres ici. Et je vais pouvoir voir des services qui ne reçoivent aucun trafic. Celui-là, par exemple, il ne reçoit plus aucun trafic. C'est la V1 de mon Pet Store. Il n'y a plus de trafic, vous voyez, il y a 0 ici. Parce que la façon dont j'ai configuré, il n'y a plus aucun utilisateur qui est envoyé vers la V1. Vers la V1, oui. Donc ça, c'est pareil. Vous allez voir n'importe quelle grosse boîte qui commence à déployer des conteneurs et des services, tout ça. En général, au bout d'un mois, c'est la panique à bord. On ne sait plus qui tourne, en quelle version, où ça, qui parle à qui, quelle est l'architecture, on ne comprend plus rien. Donc ça, c'est des outils qui vont nous aider. Dans les versions plus récentes d'Istio, c'est même un graphe avec D3JS, plus dynamique. Je peux prendre un nœud, le tirer de côté, voir un petit peu ce qui part de ce nœud. C'est une amélioration incrémentale de ça. Mais déjà, ça me montre les flux entre les différents services de mon application. Avec, vous avez vu, des annotations, le nom de la version, le nom de l'appli. Ça, c'est quand même pratique. Donc Istio m'aide à faire ça, je visualise, mais en plus va m'aider à contrecarrer ce réseau qui me pose des soucis. Typiquement, il y a des fonctionnalités de résilience dans Istio. Je vais pouvoir définir par simple configuration si mon service A parle à mon service B, si mon UI parle à mon Pet Store. Parfois le Pet Store il répond mal, il répond une erreur, ou parfois il répond trop lentement. Et bien en fait je vais pouvoir mettre des retries. Quand l'application A elle parle à l'application B, tu vas réessayer 5 fois. Si vous voulez coder ça dans vos applis,
bah, vous allez prendre chacun de vos consommateurs hein, et vous allez coder une boucle for à l'intérieur, hein, réessaye jusqu'à ce que tu aies une bonne réponse. Alors que là, c'est la plateforme qui va le faire pour vous. Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez injecter des erreurs. Qui n'a jamais voulu tester en conditions réelles hein, une nouvelle version de son appli en disant tiens, mais si cette application-là, elle répondait une erreur 400 une fois sur 100, comment l'UI elle se débrouillerait? Donc là, on configure Istio, on dit voilà, je voudrais une erreur 400 une fois sur 100, une fois sur 10. Je voudrais une erreur 500 une fois sur 100. Et on va voir comment le nouveau composant qu'on a écrit, qui est censé être plus robuste, comment il se comporte. On va pouvoir injecter des timeouts. On va dire tiens, maintenant, mon pet store il répond avec un délai de 5 secondes une fois sur 10. On va voir comment le composant qui consomme se comporte. Une fonctionnalité assez récente de Istio, c'est la notion de mirroring. Vous avez une application en prod, hein. Vous voulez tester une application en dev avec le même trafic. Comment cette application en dev elle se comporterait si elle avait le même trafic, les mêmes utilisateurs qui font les mêmes choses? Et bien en fait Istio va prendre tout le trafic, va l'envoyer à votre application V1 et de façon asynchrone il va aussi l'envoyer à une application V2. Il va ignorer les réponses mais votre application elle va se prendre toute la charge que vous prenez en prod. Ça uniquement par simple configuration. Vous avez une V2, vous la testez, vous redirigez le trafic dessus, vous regardez si tout se passe bien avec Grafana, ça se passe bien, boum, j'enclenche le blue-green. Vous voyez, là on a vraiment des capacités assez importantes sans jamais toucher à vos applis. Vous avez la notion de circuit breaker. Il n'y a rien de pire dans une architecture microservice que des erreurs, que des composants qui mettent du temps à répondre avec une erreur. Donc quand un composant tombe en panne, en général, il ne dit pas ça y est, je suis en panne, c'est bon. Non, il met un temps fou à vous répondre. 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Donc en fait, Istio va être capable de monitorer ses composants et à partir du moment où on voit qu'il tombe en panne, on va intercepter le trafic et on va dire non, non, il est en panne celui-là et je ne lui envoie plus le trafic parce qu'il met du temps à répondre. Ça vous permet comme ça de limiter la casse. Quand vous avez plein de services qui se parlent les uns aux autres, vous n'allez pas vous prendre tous ces délais comme ça qui vont ralentir toute votre appli. Il va y avoir une erreur propre. Donc vous allez pouvoir vous afficher interruption de service, il y a un problème, mais vous n'allez pas avoir un site qui rame pendant des heures avant de vous montrer une erreur. Donc je vous ai dit le TLS mutuel. Vous pouvez aussi définir des droits. Tel service a le droit de parler à tel service. Tel service ne parle pas à tel autre service. Plutôt que d'avoir une architecture très silotée, qu'une DMZ, et les bases de données elles sont là, et les backends ils sont là, et les frontends ils sont là, chacun sur leur sous-réseau, et on ne peut pas lancer l'un dans l'autre. Et bien là, vous mettez tout à plat sur votre réseau, hein, et vous définissez des règles hein, au niveau des applications, au niveau des services. J'ai un collègue là, qui est PM sur Istio, qui racontait une banque hein, qui a tout siloté dans ses data centers. Là, c'est les databases, là, c'est les front-ends, là, c'est les back-ends, là, c'est ci, là, c'est ça. Et ils ont des sous-data centers. Et certains sont occupés à 150%, parce qu'on a besoin de beaucoup de databases, et certains sont utilisés à 30%. On n'a pas beaucoup besoin des back-ends en ce moment. Et il n'y a aucune fluidité entre les sous-data centers. Donc en fait, ce qu'ils pourraient faire avec quelque chose comme Istio, c'est exactement ce qu'on fait chez Google. On a un seul réseau à plat. Les composants peuvent tourner n'importe où. Par contre, la communication, elle est autorisée ou non par un composant tiers hein, qui reconnaît l'identité forte de ces services grâce à des certificats et qui accepte ou pas les flux. Ça, c'est ce que je vous ai montré au tout début dans l'architecture Istio. Et puis, je vous ai montré la télémétrie, le reporting. Donc, vous pouvez voir avec Grafana tout ce qui se passe sur votre cluster. Vous pouvez visualiser avec Service Graph. Vous pouvez même, avec Istio, vous pouvez même avoir des traces distribuées. Donc, voilà, mes utilisateurs, ils sont connectés à telle URL. C'est passé dans tel service, puis dans tel service, puis dans tel service. Et vous pouvez visualiser ça. Vous avez vraiment le maximum d'observabilité sur votre cluster. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adopter tout ça hein, d'un coup. Vous installez Istio et au début, tout ce que vous déployez, c'est du TL. Ça va se parler en HTTPS et c'est tout. Et après, par simple configuration, vous allez activer ou non telle ou telle fonctionnalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Istio, pour l'instant, c'est un projet open source, développé par Google, par IBM et par la communauté. Hein. Et c'est pas encore en version 1, c'est pas en version JA encore. C'est pas une version qu'on considère comme stable. Ça ne vous empêche pas de tester, ça n'empêche pas certaines boîtes de mettre des gros sites, de mettre Istio sur des gros sites. Mais
leur stratégie c'est toujours la même. Ils vont pas prendre toutes les fonctionnalités d'Istio, ils n'ont pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités. Donc ils vont prendre à la carte certaines fonctionnalités. Une petite dernière fonctionnalité que je voudrais vous montrer, moi, c'est les limitations les rate limits. Donc l'idée c'est que mon pet store, maintenant j'utilise son API REST, avant je l'utilisais pas, et il se trouve qu'elle répond pas très bien. Et je me rends même compte que si j'envoie trop de requêtes à mon pet store, il tombe en panne à chaque fois. Le garbage collector s'emballe, l'application s'écroule, et donc je voudrais avoir une sorte de SLA, je voudrais dire tiens, n'envoie pas plus d'une requête par seconde à ce composant, il n'est pas fait pour. Je vous invite à imaginer comment vous allez faire ça sur une application. Il faut changer les clients, ou peut-être le serveur, et qu'est-ce qui se passe si mon backend il est dupliqué n fois? Ça veut dire quoi une requête par seconde si j'ai 5 réplicas? Et si le nombre de réplicas change en fonction de la charge, ce qui est possible avec Kubernetes, vous pouvez dire, mon site web, s'il est chargé, tout à coup je réplique 100 fois, et puis après je redescends à 2. Comment je limite la charge? Et avec Istio, c'est assez simple. Il faut deviner quoi? Du YAML. Un peu trop de YAML par rapport à la fonctionnalité que ça apporte. Typiquement, vous allez dire, tous mes services, quand ils se parlent l'un à l'autre, j'autorise 5000 requêtes par seconde, max. À l'exception de l'UI, quand elle parle au pet store, à ce moment-là, j'autorise une seule requête par seconde. Ça, c'est du boilerplate. Ça aussi, c'est nécessaire pour faire tourner les quotas. Je vais vous montrer ce que ça fait. On l'applique toujours de la même façon. kubectl apply. Et là, mon site web, mon nouveau site web, il est tout sexy, tout sympa, mais il n'a pas été prévu pour ça. Donc quand Istio va dire « Ah non, tu envoies trop de requêtes », et ben, je ne vais pas afficher de données. On va voir ce que ça donne. Ça va être tout bêtement quelque chose comme ça. Regardons un peu plus en détail. En fait, quand la partie UI a demandé les catégories, et ben, ça lui a répondu « Error 429, too many requests ». Mais le Java, lui, il n'a jamais vu cette requête arriver. Elle a été interceptée avant. Donc j'ai pas participé à charger mon application Java. Elle ne reçoit maximum une requête par seconde, ou qu'elle tourne, quel que soit le nombre de clients. Et normalement, si je rafraîchis gentiment, j'ai mes données. Si je rafraîchis un petit peu trop, bah, j'ai des erreurs 429. À moi, après, dans mon UI, de coder quelque chose pour gérer ça. C'est pas mal ça, non? Si je résume, vous avez juste à mettre vos applications dans les conteneurs, à les mettre sur Kubernetes, et à apprendre à configurer Istio pour utiliser les services qui vous intéressent. Du blue-green deployment, du monitoring, la visualisation, la sécurisation des flux, des limites de vitesse, injecter des erreurs. Au contraire, essayer d'absorber les erreurs. Tout ça, vous pouvez le faire par simple configuration, quelle que soit la stack en dessous. J'ai mon petit moment publicité. Si vous voulez tester ça sur le cloud Google, vous pouvez aller sur Google Kubernetes Engine. L'idée, c'est que en 3 clics, vous créez un cluster avec X machines, X CPU, et vous pouvez tester ça. Vous pouvez tester Kubernetes. Donc Google va s'assurer que le cluster, il tourne toujours la dernière version de Kubernetes. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Et il va s'assurer que chaque nœud, s'il tombe en panne, il va être remplacé. Donc Kubernetes va s'occuper de vos apps, Google va s'occuper de Kubernetes. Il n'y a plus qu'à coder. Moi, pour mes démos, j'ai pas du tout utilisé ça. J'étais en local. J'ai utilisé Docker for Mac. Qui connaît Docker for Mac ici? Docker for Windows? Docker. Bon, avec Docker for Mac, Docker for Windows, ce que vous avez, c'est que vous avez une procédure d'installation pour Kubernetes. Et vous allez voir, la procédure d'installation, elle est sympa. C'est la technique de la case à cocher. Je veux Kubernetes. D'accord? À partir du moment où vous cochez cette case, vous avez un cluster avec un nœud. D'accord? D'ailleurs, je vous montre. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, ma démo est terminée. J'ai bien un pet store en prod qui tourne, un pet store de dev, mon UI, les 3 services qui vont avec, les 3 pods. Mais où est Istio là-dedans? Je vous ai dit, Istio, c'est des conteneurs qui tournent. Ils sont où? En fait, ils tournent dans leur propre namespace. Un namespace, c'est un mécanisme pour segmenter votre cluster Kubernetes. Vous donnez un nom au namespace. Et sur le namespace,
Vous donnez des droits à vos utilisateurs. Ils ont le droit de voir ce qui se passe dans le namespace. Ils ont le droit de créer des applis dans ce namespace. Ils ont le droit de les supprimer. Ils ont le droit juste de regarder les logs. Vous pouvez mettre des droits fins. Et en l'occurrence, Istio, il tourne sur le même cluster, mais dans son propre namespace. Le voilà, Istio. C'est des conteneurs. Il n'y a rien de magique. C'est des conteneurs qui étendent la plateforme. Vous avez Grafana ici. Vous avez le service Graph. Prometheus qui collecte les métriques. Vous avez l'Ingress qui gère l'envoi de vos utilisateurs vers les différents services, qui ventilent tout ça. Vous avez CA qui gère le certificat Racine pour les TLS mutuels. Vous avez Mixer qui a toutes les règles, hein, et en particulier les utilisations de chacun de services. Pour la limite de rate, les rate limits, c'est Mixer qui va faire ça. C'est Mixer aussi qui va autoriser un service à parler à un autre. Et vous avez un composant qui est clé ici, c'est l'initializer. L'initializer, c'est vraiment une extension de Kubernetes. C'est un composant qui tourne dans Kubernetes et qui va voir tous les YAML, hein, que vous lui envoyez. Et qui va avoir l'opportunité de les modifier, ces YAML. Il va prendre le YAML, hein, il va regarder les pods, hein, et il va y injecter sa petite façade. Vous savez, le envoy que je vous ai montré au tout début, il va y injecter la façade. D'ailleurs, la façade, on la voit ici. Quand je liste tous mes pods, hein, vous voyez que tous mes pods, ils ont 3 containers. Pourtant, moi, dans mon YAML, hein, mes pods, ils avaient tous 2 containers. Le pet store et le Nginx. Le Go et le Nginx. Là, ils en ont 3. C'est parce que Istio est venu greffer sa propre petite façade dans chacun des pods. Et c'est comme ça qu'il vous offre tous ces services. Et cette notion d'initializer, vous pouvez encoder un vous-même si vous voulez, si ça vous amuse. Hein. Et vous pouvez comme ça étendre Kubernetes. Hop. Ceux qui trouvent qu'au début j'aurais dû parler plus de Kubernetes, vous pouvez aller voir ce comics qu'on a sorti en décembre, je crois. Moi j'aime bien le montrer parce que c'est une façon différente d'apprendre Kubernetes. Hein. Je connais pas trop les conteneurs, je connais pas Kubernetes. Je lis le comics et à la fin je me dis tiens, ça fait du sens. En plus, je pourrais l'utiliser pour montrer ça à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Kubernetes et Istio. J'espère que pour vos applications ça va vous aider, hein, à surtout ne pas coder tout ça et à mieux utiliser la plateforme, hein, pour pouvoir laisser faire la plateforme et vous vous concentrer sur votre code. Je crois que ça fait longtemps qu'on dit que les applications, ça devrait être des jeux de Lego qu'on assemble. Les containers, des plateformes comme ça, on n'est quand même pas très loin du jeu de Lego. Merci beaucoup et je suis ouvert à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a des micros. Sinon vous parlez fort. Alors soyez pas timide. Hein. On t'entend pas très bien. Mais donc ce que j'ai compris, moi, c'est le RBAC dans Istio par rapport au network policy dans Kubernetes. Parce qu'en fait, dans Kubernetes, vous avez le même type de network policy qui vous permet de définir qui a le droit de parler à qui. Istio fournit ça aussi avec son RBAC. En fait, avec le RBAC, on est vraiment au niveau applicatif, les niveaux services HTTP, donc c'est un petit peu différent. Il y a même des personnes qui essaient de combiner les deux. Je pense que c'est un petit peu à vous de trouver votre mix. C'est pas tout à fait le même niveau où ça intervient. L'idée quand même, c'est que dans les deux cas, c'est vraiment ce que j'appelle ceinture et bretelle. C'est vous avez une liste de choses autorisées, tels flux sont autorisés, tels flux sont interdits, et après vos utilisateurs, que ce soit des devs, des DevOps, la prod, ce qu'ils ont défini dans le YAML, s'ils se trompent, on a ces règles ici qui vont interdire, et donc vous avez vraiment une sécurité très forte. Après, vous pouvez rajouter plein de surcouches. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà. J'ai pas de meilleure réponse que ça. D'autres questions? Alors, une question ici. Oui.
Est-ce qu'il y a dans Istio des mécanismes qui permettent de vérifier la consistance des flux d'un service à un autre? Ah, ouais, donc typiquement, j'appelle deux fois le même endpoint. Non, il n'y a pas ça dans Istio, hein. Istio, lui, il va essayer d'être assez léger dans ce qu'il fait, donc il va plutôt être là pour l'observabilité, hein, et la sécurité. Il n'est pas là pour modifier les réponses ou, par exemple, ce que je fais moi avec mon Nginx où j'ai ma façade qui change les réponses, qui change les requêtes, qui réécrit les URL, hein. On pourrait en théorie faire avec Istio, mais c'est pas vraiment le but. C'est le même pattern, hein, c'est les mêmes technos, mais c'est pas vraiment ça le but du service mesh. Après, ce que j'ai pas montré dans ma démo, c'est effectivement dans Kubernetes, quand un service parle à un autre, hein, comment ils se trouvent les deux services? Bah, ils se trouvent par leur nom de service. Typiquement, comment on pourrait faire ça? Typiquement, là j'ai mon Go, quand il se connecte au Pet Store, hein, vous allez voir, il se connecte sur http://petstore. En fait, c'est Kubernetes qui va savoir à tout moment mes conteneurs, ils tournent sur quelle machine, je leur donne une adresse IP, j'ai un DNS qui tourne sur le cluster, hein, j'ai un réseau virtuel privé, et je vais pouvoir faire le lien entre les noms DNS et les IP de mes conteneurs, ce qui fait qu'après moi, dans mon code, je dis juste, je me connecte à un truc qui s'appelle PetStore. Ça, c'est assez magique déjà aussi. Vous ne pensez plus du tout adresse IP, où sont mes services. Ça se trouve, j'ai deux services qui répondent sur la même URL. Ça se trouve, ils sont pas dans une version différente. Ça se trouve, j'ai un blue-green, hein, deployment entre mon consommateur et mon backend. Parce que le blue-green, c'est pas forcément, c'est pas que pour vos utilisateurs, hein. C'est pas que pour des pages que vous servez à vos utilisateurs, c'est aussi entre services. Et d'ailleurs, ça c'est une grosse force d'Istio, c'est tous ces mécanismes de blue-green, de résilience, de retry et tout ça, c'est entre services, mais aussi face à l'utilisateur. C'est les deux. Ça c'est sympa. Mais donc modifier des réponses ou interdire d'avoir deux fois les mêmes requêtes, c'est pas le but d'Istio. D'autres questions? Où sont les logs? Ouais. Alors, donc, la première question c'est où sont les logs? La deuxième question, c'est est-ce que je peux faire tourner un service à cheval sur plusieurs data centers? Ça. Donc où sont les logs? En fait, par défaut, Kubernetes il est réglé dans un mode assez simple où les logs, je peux me connecter à une machine et il va garder une certaine quantité de logs sur chaque nœud, hein. Et puis si le pod il va sur un autre nœud, bah, je perds mes logs, hein. Et donc en général, on va y plugger, il y a des adapteurs, hein, pour collecter les logs. Donc on va pouvoir configurer des connecteurs pour prendre tous les logs et les envoyer ailleurs, un Elasticsearch, une base de données, ce que vous voulez. Même chose pour les métriques. Et dans Istio, il y a plein de connecteurs, hein. J'en découvre à chaque fois des nouveaux tous les jours que je ne connais absolument pas. Et, euh, et bien sûr, à chaque fois, j'ai perdu la liste des connecteurs. Euh, ouais, super. On va le trouver tout à l'heure. Mais il y a plein de connecteurs pour offloader vos logs, vos métriques. Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'on peut faire tourner des services sur plusieurs data centers? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est un des objectifs à moyen et long terme d'Istio, c'est d'avoir des configurations qu'on appelle hybrides. Qu'est-ce qui se passe si moi j'ai tout sur mes VM, hein, et à un moment donné je commence petit sur Kubernetes? Comment je fais parler mon Kubernetes avec mes VM avec mon Kubernetes? Eh bien, vous pouvez utiliser Istio pour faire ça. Donc, je vous ai dit, Istio, le terme pompeux, c'est service mesh, hein. Ça va connecter tous vos services, hein. Eh bien, vous pouvez étendre le mesh aussi à du on-prem. Pour ça, sur chaque VM, vous allez installer un agent qui va permettre certaines des fonctionnalités, hein, que vous avez sur Kubernetes, vous allez les avoir aussi on-prem. Et donc, l'idée, c'est on-prem, VM par exemple et Kubernetes, ou deux Kubernetes, ou un Kubernetes on-prem, un Kubernetes sur le cloud, ou deux clouds. Et bien en fait, vous allez pouvoir avoir un mesh qui est à cheval sur les deux. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes vont être réglés automatiquement.
Vous allez au contraire avoir sans doute beaucoup de problèmes tout de suite au début, parce que il y a de la latence entre ces data centres. Mais par contre, vous allez éventuellement avoir une vue uniforme, une vue euh, globale de tout ça. Et vous allez pouvoir avoir des services qui sont dans un et dans l'autre qui se parlent en TLS, etc., etc. Donc ça, c'est sur la roadmap de Istio. Ça fait déjà certaines choses, pas encore beaucoup, hein. On a des ingénieurs chez Google et chez IBM qui parlent avec plein de grosses boîtes pour essayer de comprendre les vrais problèmes et s'attaquer aux plus prioritaires. Et ça, ce côté hybride, c'est vraiment une priorité. Parce que tout le monde fait ça, hein. On n'a pas de Kubernetes, on n'a pas de conteneur, on a des VM. On met des conteneurs. Après, on met un orchestrateur. Ah, service mesh. Ah oui, mais le cloud. Tout le monde fait ça. On a une question ici. Dans le cas de circuit breaker, est-ce qu'on est capable de rediriger l'appelant vers un autre service? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut regarder. J'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que... Comment? Ouais. On va essayer d'utiliser le magnifique moteur de recherche, hein, intégré sur le site, hein, ou pas. A priori, c'est pas dans la config comme ça de base. C'est plutôt au bout de combien de temps je décide que le service est mort et je réponds tout de suite une erreur, hein. Mais c'est pas impossible que ça le fasse quand même. Après, si Istio le fait pas, le fait qu'il réponde rapidement des codes d'erreur, nous on peut intercaler un composant entre les deux qui fait ça. Par exemple, en cas d'erreur, boum, je réessaye sur un autre service. Istio va quand même faire la moitié du boulot. D'autres questions? Au milieu, ouais. Qu'est-ce qu'il manque pour la V1? Je sais pas. Non, ce qu'ils essayent de faire, il manque du temps des développeurs, hein. Ce qu'ils essaient de faire, c'est stabiliser l'API. Là, on n'est pas loin. Ça commence à arriver. Quand elle sera stable, là, ils feront une V1. Et dans la V1, tous les composants ne seront pas en GA. Il y aura des composants qui seront en GA, des composants en bêta, des composants alpha. Mais quand ils auront décidé que, en gros, les API de routage et tout ça seront bonnes, ils fixeront une V1. Là, dans ma démo, moi, je suis dans une version un peu vieille, donc déjà, il y a des trucs qui ont été cassés, hein. Et c'est un peu de boulot pour reprendre les nouvelles versions. Mais il y a des boîtes qui utilisent en prod déjà le routage, le TLS mutuel, le monitoring. Vous pouvez essayer. C'est un projet open source sur GitHub, hein. Les committeurs principaux dans l'ordre, ça doit être des développeurs de chez Google, après IBM. Après, je pense qu'il y a des gens de Red Hat aussi qui commencent de plus en plus. Globalement, c'est un effort communautaire, hein. Un petit peu comme Kubernetes avec une échelle beaucoup moindre, hein. Mais Kubernetes, c'est un projet communautaire, hein, qui est drivé par une communauté sous une fondation, le CNCF, hein. Et ça n'empêche pas Google d'être très actif, hein. Istio, lui, n'est pas encore au CNCF, hein, mais c'est communautaire, donc vous pouvez vous collaborer, c'est entièrement open source. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça répond à la question? Oui. On a une question ici. Ouais. Ah, toi, tu as envie de faire un monolithe en fait. Ouais. Au-dessus d'Istio. Ouais. En fait, il y a des, il y a plein de raisons pour faire ça. Le truc, c'est que Kubernetes, clairement, ça a beaucoup de succès et globalement, les gens maintenant considèrent que c'est à peu près l'orchestrateur qui choisirait s'il devait démarrer maintenant, il prendrait Kubernetes. Mais Kubernetes, on va pas le faire grossir indéfiniment
Parce que plus on va le faire grossir, plus il va y avoir de bugs, hein. Plus il va être dur à manipuler, c'est déjà trop gros. La communauté, elle est déjà trop grosse, le projet, il est déjà trop gros. En fait, Kubernetes, ça supporte des déploiements, des services, des jobs, des cron jobs, des stateful sets, des ingress, ça supporte plein d'objets, de configurations, et c'est déjà trop, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, c'était nécessaire pour que les gens utilisent Kubernetes, il fallait que ça existe. Sinon, on leur disait, bah, installer Kubernetes, ça fait rien. Après, installer des, des composants par-dessus, c'était compliqué. Sauf que maintenant, on est à une taille trop grosse, donc on ne veut pas rajouter de choses dedans. Et en plus, c'est une plateforme qui est vraiment, par nature et depuis toujours, extensible. Et les mécanismes d'extension, les points d'extension sont vraiment bien maintenant. Ils sont stabilisés. La plupart sont assez simples à utiliser pour que vous puissiez les étendre. Et donc des produits comme Istio, vous allez en voir sortir par centaines. Et en fait, on n'a pas attendu Istio. Vous avez vu le ingress. Ingress, c'est un objet dans Kubernetes qui est natif. Mais derrière, il faut un composant qui s'appelle un ingress controller. Cet ingress controller, vous regardez sur GitHub, vous en avez des dizaines. Vous en avez des basés sur Nginx, sur Apache, sur HAProxy, sur Traefik. Vous en avez plein. Et ça, c'est un peu la beauté et l'horreur du monde Kubernetes. C'est que vous avez pléthore de choix et il va falloir choisir à un moment donné les différents composants, la brique network, et à un moment donné, vous allez choisir peut-être votre service mesh. Voilà, ça, c'est un petit peu. C'est ça le problème, hein. Mais l'avantage, c'est que vous avez des couches qui sont stables, avec une taille à peu près maîtrisée. Donc clairement, on ne voulait pas rajouter tout ça dans Kubernetes. C'était vraiment pas le but. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais vous voyez, il y a Red Hat qui développe OpenShift sur base Kubernetes. Si on leur disait, regardez maintenant il y a Istio, et que ça casse OpenShift, ou que ça vient provoquer des soucis, ils vont dire, mais nous on est parti de Kubernetes, on n'est pas parti d'un truc avec des surcouches, il y a des surcouches, c'est nous qui créons les surcouches. Donc tu peux pas faire ça en fait. Si tu veux avoir un écosystème viable et où tout le monde a la possibilité de construire par-dessus, tu peux pas faire ça. Et c'est vraiment l'antithèse de Swarm dans le monde Docker. C'est on va faire un truc simple, contraint, restreint, qui répond à 80% des besoins, avec peut-être 20% de la complexité, mais si tu veux aller au-delà, il n'y a pas. Tu peux pas. Tu peux pas construire une plateforme par-dessus Swarm. Tu peux juste faire tourner tes apps. Il y avait des questions encore ici, là, non, par là, non. Ouais. Voilà, je suis vieux, moi j'entends plus rien. Ouais, on me demande ça. En fait, je sais pas trop répondre, hein. Il y a pas mal de tests de perf qui sont faits en ce moment sur Istio pour garantir que l'overhead il est plus bas possible, hein. Je vous invite à suivre un petit peu les publications qu'on fait sur les benchmarks. Euh, Globalement, ce principe d'interception du trafic HTTP, depuis que le web existe, on fait ça. Il y a des proxys avec des proxys et des proxys et des proxys et des proxys. Bon, là, on en a rajouté un qui est écrit en C++, qui est assez petit, qui a des fonctionnalités qui sont activées à la demande, qui fait tourner le site de Lyft en production depuis quelques temps. Donc bon, ça doit être à peu près maîtrisé. Euh, Après, moi j'ai souvent vu des clusters Kubernetes s'effondrer parce que on a des métriques, on a des logs, on collecte tout, et même encore plus, et même ce dont on n'a pas besoin. Et là, les nœuds commencent à crouler sous les logs, crouler sous les collecteurs de logs. Donc souvent, ça, je vois ça peser avant le poids des applications, en fait. Mais intercepter des flux HTTP, 12 proxys ou 14, bon. D'autres questions, hein? Bon. N'hésitez pas à venir me poser des questions après, hein. Je serais ravi de parler Java aussi avec vous, hein. Merci beaucoup pour l'invitation.